Il y a un an, un mec a pris la télévision de son salon, l'a porté à pied dans un bar parisien et a invité ses abonnés à regarder un défilé Dior avec lui, parce qu'il en avait été rejeté. 12 mois plus tard, Vogue copie son concept, et l'industrie le désigne créateur de contenu de l'année. Welcome to la watch party. My legend. J'essaye de niquer le game un peu. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un mec qui a renversé le pouvoir dans l'empire de la mode. Lias, de son vrai nom Elias Medini, c'est un gamin franco-algérien, élevé à Rouen, et qui rêve de faire des grandes choses qui ont de l'impact culturel. À 15 ans dans sa chambre, il découvre les photos du défilé Moschino sur le thème de Bob l'éponge de Jérémy Scott. À ce moment-là, il prend une claque parce que c'est controversé, mais il peut en parler à personne. Dans une interview pour Days, il disait « Je pouvais même pas le poster sur Facebook parce que tout le monde m'aurait traité de Alors, il sauvegarde tout sur un Tumblr privé, caché de tout le monde. À 17 ans, il monte à Paris pour faire une école de cinéma, mais ça ne lui plaît pas. Quand on lui demande pourquoi ça n'a pas marché, il répond ça. En fait, j'ai réalisé que les gens du cinéma étaient un peu étriqués, c'était pas trop ma cam. Moi, j'étais un peu trop exubérant pour eux. Et du coup, j'ai commencé à traîner la nuit avec les gens de la mode. Et les gens de la mode, alors là, ils sont fun. Hein. Lias arrive dans la mode avec le cœur d'un passionné, mais les yeux d'un réalisateur qui a été frustré par le milieu du cinéma. En fait, son style sur les réseaux, c'est des critiques de défilés qui sont drôles, pointues et piquantes. Il fait aussi des sketchs où il caricature des personnages clés de la mode. Le mec Balenciaga, le mec Rick Owens, le mec Isabelle Marant, le mec Jacques Mus. En vrai, c'est absurde, mais ça marche et ça prend de la part du public. Puis arrive un moment où une vidéo explose tout. En fait, il a comparé des maisons de mode à des bouteilles d'alcool qui dévalent les escaliers. That's wine. How come it never explodes? It's like Margiela, it's Margiela. Au total, cette vidéo a plusieurs millions de vues sur les réseaux et arrive un moment important pour lui parce que John Gagliano like cette vidéo. Et à partir de ce moment-là, les portes commencent un peu à s'ouvrir pour lui. Saint Laurent l'invite, Balenciaga l'invite, et ce gamin qui planquait ses photos sur son Tumblr privé se retrouve dans ce milieu de la mode. L'histoire est belle, mais au moment où il commence à être invité à l'intérieur de cette industrie, il se rend compte qu'il commence à se taire, il commence à se lisser. Il le dit très bien dans cette interview, et c'est là qu'il se retrouve face à un choix. D'un côté, être à l'intérieur de l'industrie de la mode, accepté par les maisons, mais au prix de se lisser et de plus être authentique, ce qui faisait sa signature. De l'autre, en sortir, rester vrai, mais un peu tuer son rêve d'entrer dans cette industrie. People actually told me in the comments, and that was my reality check. I was like, okay, if the people know or like sense that I'm becoming bought by the brands and that I have to shut my mouth, they will just not care about what I have to say. So it's a question of career, life or death, you know. Pour lui, ce qui le rendait vivant, c'était sa franchise. Et le jour où il la perdait, il perdait tout ce qui faisait son âme, tout ce qui faisait sa signature, tout ce qui faisait sa personnalité. Et c'est à peu près à ce moment-là que Dior va lui donner, sans le savoir, l'occasion de créer quelque chose de grand. On est en juin 2025, Jonathan Anderson vient d'être nommé directeur créatif de Dior. Son tout premier défilé arrive. Pour situer l'ampleur, c'est un transfert majeur dans une grosse maison. Donc à ce moment-là, la mode retient son souffle et tout le monde a envie de faire partie de cette fête pour voir ce premier défilé. Et sauf que Lias, il n'est pas invité. Alors soyons précis, je sais qu'à ce stade, certains d'entre vous vont se dire « Enfin, il n'a pas été rejeté, il a juste pas été sur la liste. » C'est vrai, mais l'histoire devient intéressante quand on écoute le point de vue de Lias sur cet événement. Dans son interview pour Show Studio, il explique que la Watch Party est née d'un fuck you. Un fuck you non pas parce qu'il a été mis dehors, mais un fuck you pour les gens qui étaient invités au défilé alors qu'ils n'avaient pas envie d'y être. But you know what I hate is when I talk with editors or people from that are seated at the show, and they're like, I'd rather be at home, you know? Yeah. They don't care, they don't give a fuck. They'd literally rather sleep than be at the Dior show. And I'm like, guys, imagine what it would mean for a kid out there. Exactly. That passion. Tu vois la bascule du truc. En fait, ce qui me met en colère, c'est pas le fait de ne pas être invité, c'est de voir des gens qui s'ennuient aux places qui sont très chères, que lui aurait rêvé d'avoir, alors qu'eux prennent la place, sont blasés, ils font juste une pauvre story pour montrer qu'ils sont à l'événement, pour montrer qu'ils sont invités, inclus dans le show, mais on n'a rien à foutre. En fait, à ce moment-là, il y a deux choix. Le premier, c'est celui que 99% des gens prennent. Tu la fermes, tu attends, tu fais pas de vagues, tu restes gentil avant qu'on te réinvite. Le deuxième choix, c'est le sien.
Créer un événement où les gens peuvent venir regarder le défilé avec lui. Et en fait, l'idée lui est venue des matchs de foot qu'il regardait avec sa famille dans des bars quand il était gosse. Et il se dit tout simplement, en fait, si j'appelais du monde à me rejoindre dans le bar pour venir regarder avec moi. Et à ce moment-là, il prend sa télévision. C'est pas une télé, je sais pas quoi, qui est louée chez un pro, non. C'est la télé de son salon. Et avec son grand frère Samy qui l'accompagne dans ce projet, il la porte jusqu'au bar Le Saint-Denis, un bar dans le 10e. Il poste juste une story en disant aux gens « Venez voir le défilé avec moi ». Et à ce moment-là, il se dit « Pourvu que ma télé ne soit pas trop grosse pour les 3 personnes qui vont venir ». Au final, c'est des dizaines de personnes qui viennent et ça déborde dans la rue. Ça fait du bruit à l'intérieur de l'industrie, au point où, quelques temps après, Jonathan Anderson, le directeur artistique de Dior, lui écrit pour le féliciter. Et ça, c'est un peu le premier renversement de pouvoir qu'il crée parce qu'il crée un mini-mouvement dehors et tout à coup, le dedans de l'industrie commence à l'observer. On est en septembre 2025 à la Paris Fashion Week. Lias a senti qu'il pouvait professionnaliser la chose et donc il loue une ancienne caserne de pompiers dans le 10e. Il y installe un MacBook géant de 3 mètres de haut en plein milieu de l'événement et pendant 8 jours, il y projette des dizaines de défilés. Dior, Chanel, Saint Laurent, Courrèges, Balenciaga. Il est toujours avec la même philosophie de rendre la mode accessible, donc l'entrée est gratuite, il n'y a pas de siège attitré, c'est juste lui qui anime les gens et qui kiffe ensemble regarder les défilés. Au total, c'est plus de 13 000 personnes qui passent à cet événement. Ça déborde encore une fois dans les rues. Et les passionnés de mode du monde entier rêvent de venir dans cet événement qui a l'air si unique. Petit Watch Partos, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous voir tous parce que c'est extraordinaire. La Fashion Week de Paris a débuté lundi avec le défilé Saint Laurent. Nous, on n'était pas invités, mais on a quand même pu profiter du show grâce à Lias. Et ce qui est assez fou, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la mode, des personnes lambda qui regardaient les défilés depuis leur téléphone, depuis leur ordinateur, à Rouen, à Marseille, à Lille, ils ont un lieu gratuit et accessible pour venir voir les défilés en vrai. Et ce qui est fort, c'est qu'il n'y a pas besoin d'invitation, il n'y a pas besoin d'avoir 500 000 abonnés sur les réseaux, il n'y a pas besoin d'être le fils de quelqu'un, non. Juste tu viens et tu kiffes. C'est comme à la maison, mais en mieux. Il donne accès à la mode à tout le monde. Je trouve ça génial, il réveille un peu la mode. My legend. This guy killed it. Et surtout, c'est fou de voir tous ces jeunes aimer en fait toutes ces collections et de réunir les gens surtout. Et des gens qui se croyaient seuls dans leur passion, qui se sentent aussi un peu exclus de ce milieu de la mode dont ils rêvent, réalisent à la fois qu'ils sont des milliers et qui peuvent connecter ensemble à la Watch Party. La Watch Party crée un endroit où ils peuvent être ensemble, partager leur passion, s'exprimer et être qui ils sont tout simplement. Et je pense que c'est exactement ce qui manquait au Lias de 15 ans quand il était seul devant son Tumblr privé. I do this for one person and that's the kid I was that couldn't get into the parties, that couldn't get into the shows, that just wanted to belong in this industry, that didn't see fit for me. The kid that was ashamed of looking at fashion shows in his room and that now is fucking hosting one. So honestly, thank you all for coming. Et ce qui est fort, c'est que le MacBook, il n'a pas choisi au hasard. Hello les gars, c'est Lias en live ici sur un MacBook géant que j'ai recréé parce que moi j'ai toujours regardé les défilés sur ce même MacBook qu'on a essayé de recréer à la perfection. Et en fait, en reproduisant le MacBook en 3 mètres de haut, il renvoie un signal en mode « Regardez l'objet que vous utilisiez quand vous étiez seul pour regarder les défilés, aujourd'hui on va le mettre au centre et on va regarder ça ensemble. » Toutes les actions de communication sont alignées avec un seul message, rendre la mode plus accessible. Il y a même des journalistes qui disent qu'ils rendent la mode plus démocratique. Ça en devient presque une action politique. La salle gratuite, les cadeaux à gagner, les invitations dans les défilés, chaque détail dit la même chose. La mode devient accessible. Dans une interview à Madame Figaro, quand on lui demande ce qu'il essaye de faire avec tout ça, il répond en une phrase. Au total, cet événement de la Watch Party, c'est 34 millions d'impressions, presque 4 millions de dollars de visibilité gratuite récoltée par les sponsors et 13,5% d'engagement. C'est presque 13 fois la moyenne de la saison. Bon, en vrai, autant dire qu'il a tout niqué. Avant cet événement, il commentait l'industrie depuis l'extérieur. Après cet événement, l'industrie le regarde. Et cerise sur le gâteau, quelques semaines plus tard, le site model.com le désigne comme créateur de contenu de l'année 2025. Il y a quand même une objection qu'on peut avoir qui est, en fait, il a rien renversé, parce que d'un côté, Dior va très bien et l'industrie fait de plus en plus d'argent. C'est vrai, mais pour moi, le règne qu'il a renversé, c'est pas une question de chiffre d'affaires, c'est une question de pouvoir. C'est ce monopole sur qui a le droit de regarder, qui a le droit d'y être. C'est plus la mode qui a l'entièreté de qui décide qui peut regarder.
c'est le public qui décide qui le regardera. Parce que pendant des années, voir un défilé, c'était réservé à très peu de personnes. Et aujourd'hui, avec la Watch Party, il crée un nouveau chemin et d'une certaine façon, il ouvre les portes à des milliers de personnes. Donc non, il n'a pas fait sauter l'industrie de la mode, mais il a fait sauter une porte pour accéder à cette industrie, pour accéder à cet univers. Mais il y a une deuxième objection qui se pose, c'est qu'il diffuse les défilés de mode sans payer de droits. Et du coup, ça pose la question de est-ce que c'est de l'exploitation de propriété intellectuelle? Alors je pense que les maisons se sont posé la question. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ne l'ont pas attaqué, au contraire, elles l'ont sponsorisé. Parce que les marques sont pas bêtes, il y a des gens très intelligents qui y travaillent, ils savent que interdire quelque chose sur Internet, ça ne marche plus. Et ils savent que l'IAS, c'est pas vraiment un pirate, non, c'est devenu l'infrastructure de découverte que les marques préfèrent rejoindre que combattre. Bon, jusqu'à présent, l'histoire est incroyable. Mais quand un concept marche comme celui-là, il arrive un moment qu'on voit venir. Et c'est ici que l'histoire bascule. On est en février 2026 et Vogue quand même, annonce son propre événement, une watch party, mais sur invitation uniquement. Et prenez la mesure du truc. Vogue, une institution à plusieurs milliards de dollars, copie l'idée d'un mec de 26 ans en y enlevant l'âme, en y enlevant sa philosophie. Ils font une watch party avec invitation, alors que le concept de base, c'est une watch party, c'est sans invitation, tout le monde peut venir. Et forcément, Lias est très déçu, il poste une vidéo, et à partir de ce moment-là, il va y avoir une espèce de clash qui va se créer au sein de la mode. After stealing the fashion app that I created 2 years ago, Vogue is now stealing the concept of La Watch Party that I started 1 year ago, and I feel like shit. En fait, le milieu va prendre position. Des milliers de personnes prennent la défense de Lias dans les commentaires, et d'autres prennent la défense de Vogue. Et un des moments les plus forts, c'est que l'ancienne rédactrice en chef de Vogue, Karim Rothfeld, montre publiquement son attachement à Lias. Et c'est une voix qui compte, c'est une personne importante. Et je sais pas si on se rend compte de l'ampleur du truc. Ce gars-là, des années plus tôt, planquait ses photos privées sur un Tumblr. Aujourd'hui, Vogue essaye de le copier et l'ancienne rédactrice en chef de Vogue prend sa position. Est-ce que tu captes ce qui vient de se passer? C'est pas une success story, là, c'est un renversement de pouvoir. C'est le pouvoir de dire qui peut regarder la mode aujourd'hui. Et je trouve que l'histoire devient vraiment intéressante parce que si je m'arrêtais au chapitre précédent, je vous raconterais l'histoire d'une success story classique. Rejeté, il a été accepté, il gagne, point. Mais honnêtement, la partie qui me fascine le plus, elle est ailleurs. Elle nous concerne tous, à tous ceux qui essayent de créer quelque chose qui vient de soi, qui vient de la marge. Parce que quand on regarde attentivement, je pense que dans le futur, il y aura un deuxième renversement qui va se passer pour Lias et qui sera beaucoup plus silencieux que le premier. En fait, faut poser le contexte. La watch party, ça marche parce que ça reprend le pouvoir et ça le redonne aux gens. Sauf qu'aujourd'hui, plus Lias grossit, plus l'industrie l'invite. Jonathan Anderson lui offre un sac Dior, il revient en front row des défilés, il est invité par toutes les grandes maisons, il est invité par les stars. Et donc ce mec qu'on a laissé dehors et qui a créé un mouvement dehors, il commence à être très intégré dedans, dans l'industrie. Nora, tu le connaissais? Ouais. Tu le suis? Oui, je le suis parce que j'adore l'idée de se dire je suis refoulée par un endroit, je passe par un autre endroit et je fais de cet endroit un endroit encore plus gros et tout. Donc, Ce qui est intéressant, c'est que lui-même est conscient du piège dans lequel il est. Parce que dans un reportage pour Le Parisien, il raconte comme si de rien n'était la contradiction qu'il vit tous les jours. Je suis en Saint-Laurent pour l'ouverture ce soir. Parce qu'il m'habille et je suis obligé d'aller au défilé. Donc des fois, c'est ça qui est chiant et qui est bizarre, c'est que je fais la watch party, mais je dois aller au défilé et revenir après. Parce qu'il y a certaines marques comme Saint-Laurent, Dior et Chanel. Refuser une invitation, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et du coup, j'y vais, mais j'offre une expérience quand même assez fun. Je reviens avec un guest du show. Et on va débriefer le défilé avec tout le monde ici. D'un côté, il offre une expérience gratuite à des milliers de personnes, mais de l'autre, il doit faire partie de la fête dans l'industrie, là où ces milliers de personnes ne peuvent pas venir. Il est littéralement entre deux mondes et il le sait. Et donc là, il y a une question intéressante à se poser pour le futur, c'est à quel moment il va cesser d'être dehors avec les gens? Parce que son pouvoir, il ne vient pas des maisons, il vient du public. Son pouvoir, il vient de ces personnes qui lui donnent une confiance. C'est la confiance de ceux qui n'ont pas été invités au show, mais qui expriment leur voix d'être passionnés par ce milieu et qui veulent en faire quelque chose. Et le jour où la watch party devient un événement officiel, avec des gardes du corps, avec des invitations, elle aura perdu toute son âme. Ce sera juste un événement de plus dans la Fashion Week. Toute cette tension qu'il y a entre l'industrie qui essaye de récupérer son concept et lui, ça a un nom. Ça s'appelle la récupération. En 1967, il y a un philosophe français du nom de Guy Debord qui publiait le livre La Société du spectacle. Et il y décrit le concept de récupération qui joue exactement
aujourd'hui pour Lias. L'idée de Debord, c'est que le système dominant, qu'il appelle le spectacle, c'est aussi le capitalisme, ce système il a une capacité bien plus subtile que de juste réprimer ses opposants. Il les absorbe. Il prend ce qu'il menace, il la vide de sa substance critique. Il la revend comme une marchandise. Et c'est comme ça qu'on voit des mouvements contre-culture qui deviennent juste des modes, des codes esthétiques. Par exemple, la marque Suprême, qui était une marque qui était controversée, subversif, en 2020 a été rachetée par un groupe à plusieurs milliards de dollars. En dehors du monde artistique, c'est un mécanisme qu'on voit beaucoup dans le monde politique. À chaque fois, le mécanisme est le même. Le système ne combat pas la critique frontalement, elle l'esthétise, elle la commercialise et la neutralise de son âme. Ce qui était subversif, contre-culture, devient un signe d'appartenance, devient une mode, devient un peu mou. Et aujourd'hui, Lias est exactement dans cette zone. Il n'est pas complètement dehors, il n'est pas complètement dedans, et il tient un équilibre entre le peuple et l'industrie. Et Guy Debord se poserait cette question aujourd'hui. Combien de temps avant que la watch party ne devienne un signe que les marques achètent et revendent? Lias, il le sait, il est pas bête, il le voit. Et il est dans cette tension précaire aujourd'hui entre rupture et récupération. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu toute sa force aujourd'hui. Et je pense qu'à un moment, il devra choisir entre rester puriste, rester fidèle à l'ADN de départ, mais rester plus petit, ou bien grandir et faire des compromis commerciaux, toucher plus de monde, mais peut-être perdre une partie de sa fanbase qu'il aimait dès le départ, et une partie de l'identité sur laquelle il s'est construit. Et honnêtement, ce choix, il n'a pas de bonne réponse. Je pense que c'est juste une question de lui, sa vision et comment il s'aligne avec tout ça. Qu'est-ce qu'il est prêt à accepter de perdre pour avancer? Je pense que c'est ça le vrai sujet de cette histoire. C'est pas un enjeu de design, c'est pas un enjeu de vêtements, c'est un enjeu de pouvoir. Et comment le pouvoir peut changer de camp et comment le pouvoir peut être récupéré. Bon, si tu me connais pas, moi c'est Ruben. J'ai construit une marque de vêtements pendant 9 ans. C'était une vraie aventure. On a fait des millions de chiffres d'affaires. On s'est grave amusé. D'ailleurs, on en a fait un documentaire, si tu veux le voir, qui est juste ici. Et aujourd'hui, j'accompagne et je forme des marques de vêtements et des créateurs pour améliorer leur branding. Si ça t'intéresse de bosser ensemble, tu peux me contacter dans le lien ci-dessous. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici et à très vite.